Bonjour à tous et bienvenue sur mon tout premier épisode de podcast. Je m'appelle Tristan Lafontasse. Je suis le fondateur d'une entreprise qui est un club de passionnés de bouffe qui s'appelle aujourd'hui le club Moi Chef, mais plus pour très longtemps. En fait, on est en train de changer de nom. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous connaissez déjà le nouveau nom. Moi, je le connais, mais j'ai pas encore le droit de le dire. Ça fait bientôt 10 ans que mon entreprise elle existe. On fait travailler 10 ans en décembre 2024, ce qui en soi est déjà un exploit pour une start-up. Je vous cache pas que ça a été très compliqué et ça n'a pas été tout simple du début à la fin. Il y a eu plein d'étapes de cette entreprise qui ont été complexes, mais qui m'ont permis d'apprendre énormément sur l'entrepreneuriat. Je vais, à travers ce podcast, essayer de vous parler de ça, du côté un petit peu insider, des coulisses de mon entreprise et de vous donner des tips, si je peux vous en donner, ou à minima de vous raconter les coulisses de ce que je vis. Et puis pendant ces aujourd'hui 9 années, j'ai aussi eu la chance de rencontrer énormément de très grands chefs étoilés, de producteurs absolument incroyables partout dans le monde. Et je vais profiter de ce podcast également pour vous parler de tout ça. J'ai la chance de pouvoir beaucoup voyager pour ce club et d'apprendre énormément de choses. Je reviens tout juste d'un voyage d'une semaine en Éthiopie. J'essaye de faire mon maximum pour raconter des histoires sur ce que je vis sur place. Donc, je fais des petites vidéos très courtes sur place que je publie sur Instagram. Mais j'ai pas ce format long qui est autorisé par le podcast dans lequel je peux raconter beaucoup plus de choses. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez devenir entrepreneur ou si vous êtes passionné de bouffe ou de vin ou de café, a priori, ce podcast, j'espère qu'il est pour vous parce que je vais essayer vraiment de vous raconter avec un fil rouge qui est la transparence. La transparence, elle est très, très forte dans le modèle économique de mon entreprise et ce sera également le thème de ce podcast où je vous raconterai tout. Je vous donnerai des chiffres, je répondrai aux questions que vous me poserez en amont sur ce podcast. L'idée de aujourd'hui, c'est le premier, donc ça va être peut-être un petit peu brouillon, vous m'en voudrez pas, je l'espère. Ça va être dans un premier temps de vous reparler un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine dernière, notamment des différents événements qu'on a pu organiser. Deuxièmement, je vais vous parler évidemment de mon voyage en Éthiopie et vous parler beaucoup de café. Donc si vous êtes des coffee nerds comme moi, ça devrait vous intéresser. Et si vous n'y connaissez rien en café, je vous invite quand même à rester parce que j'espère que vous pourrez découvrir plein de choses. Il se passe énormément, énormément de choses dans le monde du café ces dernières années. Et je pense qu'on est encore au tout début d'un grand mouvement de révolution autour du café. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais également, parce que je suis un gros geek, vous parler un petit peu de trucs que j'ai découverts. Ça pourrait être un nouveau service, un nouvel... Peu importe, un truc un peu geek. Je parlerai ensuite de choses un peu plus perso. Et je terminerai par répondre aux questions qu'on m'a posées. Et d'ailleurs, non, même la dernière étape, ce serait de faire un peu de teasing et de vous parler de choses que personne ne sait et il faut écouter ce podcast pour les découvrir. Je suis très content que vous soyez là en tout cas. Je vais prendre quelques instants pour vous réexpliquer ce qu'est le club. Je fais exprès de ne plus dire le club Moi Chef parce que normalement bientôt ce sera terminé. Euh, la mission de ce club, c'est qu'on est dans une quête perpétuelle des meilleurs produits au monde. Donc moi, mon taf, je passe mon temps à parcourir la France majoritairement, mais aussi le monde, pour aller à la recherche des meilleurs producteurs qui me sont toujours recommandés par des amis chefs, très souvent des chefs étoilés, jusqu'à 3 étoiles. Euh, alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, ça fait 9 ans que j'ai créé Moi Chef, donc forcément, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de grands chefs et maintenant qui sont devenus des amis et qui me conseillent ces super producteurs artisans partout dans le monde. Mais en plus de ça, m'a rejoint en tant qu'associé Com de Cherizet, qui est l'ancien PDG du Go Emilio, qu'il a revendu il y a maintenant 4-5 ans. Com, c'est mon associé, c'est mon ami, c'est mon voisin. Je regarde par là parce il habite juste là pour ceux qui me voient en vidéo. Euh, et puis dans l'équipe, il y a également Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique très réputé, très renommé. Il a été journaliste depuis toujours. D'abord à l'équipe à l'époque, et puis il y a 12-15 ans, je sais plus exactement, il a eu une révélation. Je crois que c'était au Noma où il a rencontré plein de chefs et il s'est dit mais en fait moi c'est dans le monde de la bouffe que je veux travailler. Donc il est journaliste gastronomique depuis une bonne douzaine d'années. Il fait partie de mon équipe. C'est lui qui écrit la newsletter qu'on publie tous les mois. Cette newsletter, elle est fantastique et vous vous en doutez, Stéphane, il a un réseau de chefs et de producteurs qui est aussi énormissime. Donc c'est grâce à lui que je peux rencontrer tous les gens que je rencontre. À travers ces rencontres, je découvre, j'apprends. Moi, je suis extrêmement curieux. Mon plus gros driver dans la vie, c'est d'apprendre. Donc,
je suis trop content de pouvoir, à travers ce podcast, prendre le temps de vous raconter tout ce que j'ai découvert. Notamment, là en l'occurrence, il y aura, vous l'aurez compris, un gros focus sur le café sur lequel j'étais déjà assez geek, mais là j'ai encore pris quelques niveaux supplémentaires avec ce voyage que j'ai fait en compagnie d'Antoine Netien, qui est le fondateur d'une nouvelle marque de café, Fyra, Fyra, dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais avant, je vais essayer de tenir le plan que je vous ai donné. Le premier, comme promis, c'est de vous donner des chiffres de façon très transparente. Alors, il faut que je reprenne mes notes. Et le chiffre qui, moi, m'intéresse le plus et qui intéressera le plus particulièrement les membres du club, parce que, clairement, entre nous, chers membres du club MyChef ou du club je sais pas quoi, moi je sais, c'est aussi et principalement à vous que s'adresse ce podcast, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont envie d'en savoir beaucoup plus sur la vie du club, la vie de l'entreprise et du teasing que je pourrais faire sur la suite. Le chiffre numéro 1, c'est combien est-ce qu'on a de membres dans ce club. On s'arrêtera à 1000, c'est hyper important pour moi qu'on s'arrête à 1000 parce que je ne veux pas m'éloigner des petits producteurs avec qui on travaille aujourd'hui. L'exemple du café qui est très, très chaud, puisque j'en reviens à peine, est criant de vérité. Si on était 3000 membres dans ce club, on ne pourrait pas bosser avec les petits producteurs de café que j'ai rencontrés. Donc 1000, pourquoi 1000 ? Parce que ça tombe rond, bien évidemment, mais aussi parce que c'est un chiffre qui, je le sais, nous permettra encore de travailler avec les petits producteurs avec qui on travaille en ce moment, et nous permettra de vivre aussi, parce que c'est une entreprise et il faut que financièrement on gagne notre vie. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent le club à travers ce podcast, je ne sais pas comment vous êtes arrivés là, mais j'en suis ravi, on se rémunère à travers les cotisations des membres au club MyChef. Je commence déjà à faire une digression, il y en aura forcément plein dans le podcast. Le chiffre qui est hyper important pour moi, c'est combien de membres sont présents dans le club MyChef. Et si vous êtes membre depuis quelque temps et que vous me suivez ou que vous suivez mes aventures, vous allez être surpris par ce chiffre parce qu'il est plus bas que ce à quoi vous attendez. Moi-même, je me force à vous le dire, mais ça me met un peu mal à l'aise puisque la réponse est, je l'ai sous les yeux, 594 membres. Pourquoi ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps vont être surpris, voire déçus ? C'est que ça fait un petit bout de temps qu'on dit qu'on est plus de 600. Mais même parfois, j'ai communiqué sur 630 membres. Pourquoi ? J'ai pas menti, absolument pas, parce que de toute façon, c'est le modèle du club MyChef, c'est la transparence totale. Et vous allez le voir, je vais être le plus transparent possible avec vous en vous expliquant ce chiffre de 594, qui d'ailleurs est stable par rapport à la semaine dernière. C'est pour plusieurs raisons. La première, il faut se l'avouer, c'est que l'an dernier, la croissance du club a été vraiment atone. C'était très flat, pour plein de raisons, sur lesquelles je reviendrai peut-être dans un autre épisode, parce que je n'aurai pas le temps de parler de tout dans cet épisode-là, mais globalement, il y a plusieurs explications. La première, c'est que j'étais en dépression totale pour un événement traumatique que j'ai vécu il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Pareil, sur lequel je reviendrai peut-être un jour, mais peut-être pas forcément dans cet épisode. J'ai pas envie de commencer sur des sujets trop tristes. Et donc, je me suis reposé sur d'autres personnes pour faire la croissance du club MyChef, notamment les membres du club, en me disant allez-y les membres, vous allez faire du parrainage. Alors les membres font du parrainage beaucoup, mais pas suffisamment pour que ça fasse grandir le club. Et puis inévitablement, on a ce qu'on appelle du churn. Du churn, c'est le taux de désabonnement au club. Alors ce qui est génial et très rassurant pour moi, c'est que ce churn, il est avec des gens qui nous envoient des messages fantastiques. Il n'y a jamais d'aspect négatif dans les messages qui nous sont envoyés. C'est toujours presque des gens qui sont désolés de dire ouais, je libère ma place, mais alors soit c'est j'ai changé de job et j'ai un peu moins d'argent, donc je peux plus me permettre de payer la cotisation pour faire partie du club, qui est quand même à 690 € par an aujourd'hui. C'est pas anecdotique, j'en suis conscient. Il y a aussi des gens, il faut se le dire, qui me disent voilà, en fait je sais pas, je travaille trop, j'ai même pas le temps de suivre les ventes, je me rends compte que ça fait 6 mois que j'ai pas commandé de produits. Bah ouais, en effet, c'est dommage et je les comprends. Alors, on a aussi une part de responsabilité sur laquelle on travaille énormément en ce moment, particulièrement avec Claire, sur le fait de prendre soin de ces gens-là et peut-être de l'observer et de dire tiens, ça fait 3 mois que cette personne n'a pas commandé, on va au moins lui demander pourquoi. L'autre raison pour laquelle ce chiffre est plus bas, et ça elle est meilleure que le fait qu'on n'a pas trop grandi. Alors on a fait de la croissance par rapport à l'an dernier, mais elle est faible. L'autre raison, c'est qu'on a revu notre façon de calculer le nombre de membres du club. Ça paraît un peu ridicule dit comme ça. Comme je l'ai dit hier à un événement du club, les gens me disaient mais enfin, c'est ça important, t'es membre ou tu ne l'es pas. Ouais, c'est vrai, mais dans le chiffre la façon de compter, quand je disais 630 membres,
J'incluais déjà tous les membres de l'équipe. En fait, je faisais un extract sur notre site en disant dis-moi tous les membres actifs. Et ça incluait moi, par exemple, et moi, en fait, je devrais pas compter comme membre, mais ça m'incluait parce que je me suis abonné au Club Moi Chef en mensuel. Alors, je ne vous cache pas que je paye que 1 euro par mois, mais je voulais suivre ce process-là pour vraiment vivre l'expérience des membres et recevoir tous les emails, les emails de relance paiement, les emails de carte bleue expert, etc. Parce que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de comprendre au maximum comment vivent les membres. D'ailleurs, je commande régulièrement des produits sur le club, quasiment à chaque fois, et je commande comme si j'étais un membre moi-même. Comme ça, je vois la potentielle friction sur l'application, s'il y en a. Je veux vraiment vivre le truc à fond du début à la fin. Et voilà, j'ai juste mon écran de veille qui s'est lancé sur mon Mac et ça suffit pour me perdre. Je ne suis pas encore habitué à cet exercice du podcast, j'en suis navré. Donc il y a toute l'équipe, ça fait là environ 6 personnes déjà en moins, plus quelques anciens qui ont travaillé avec nous et qui sont encore des membres actifs, mais qui ne payent qu'1 euro par mois parce que voilà, ils nous ont travaillé pour le club pendant 2-3 ans, donc forcément j'avais envie de faire ça. Plus les parents de Mathilde qui est mon ex-fiancée, qui est donc décédée d'un cancer il y a 1 an et demi. C'est l'événement traumatique dont je parlais tout à l'heure. J'essaierai de pas trop en parler aujourd'hui, sinon je risque encore de pleurer parce que c'est encore très chaud pour moi, bien sûr. Voilà, c'est loupé. Et mes 2 parents. Quand j'ai décidé d'offrir l'abonnement au Club Moi Chef aux parents de Mathilde, je me suis dit, mais c'est quand même pas très sympa pour mes parents. Donc je vais aussi l'offrir à mes parents. Voilà les chiffres. Donc tout ça, on l'a déduit du nombre total d'abonnés. Et on a également décidé de ne pas inclure dans ce chiffre 594 membres les membres qui ont déjà signalé qu'ils souhaitaient se désabonner. Ça peut arriver, des gens qui disent 4 mois à l'avance, pour information, je me suis rendu compte que le club n'était pas pour moi. Donc il n'y en a pas beaucoup, ça représente moins de 10 personnes sur les 600, enfin sur les 594, mais ces gens-là, on a décidé de ne pas les compter. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en toute transparence, contrairement à ce qu'on disait depuis quelques temps, un peu plus de 600 membres, là on est à 594 membres. Fin de cette longue parenthèse sur les chiffres, mais je pourrais vous en donner d'autres, combien d'événements à venir, j'ai mon tableau de bord sous les yeux, et une fois de plus, si ça vous intéresse, je pourrais vous partager plein d'autres informations sur la vie du club. Maintenant, après avoir bu une gorgée de café, je me suis préparé avant de démarrer l'enregistrement. Excellent café au passage. Je vais vous parler un petit peu des événements qu'on a fait cette semaine avant de rentrer dans le café. Si vous êtes parmi des coffee nerds, accrochez-vous. Tenez encore quelques instants et je vous promets, je vais vous raconter plein de choses sur le café. C'était passionnant cette semaine, c'était de la folie. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait comme événement ? On en a eu 4 techniquement. Alors 2 fois le même, la préouverture de Amalia, ouvert par un couple, Cecilia et Eugenio, qui sont tous les 2 italiens mais qui font de la cuisine française anciennement, donc c'est dans le 11e arrondissement. C'est là où il y avait le restaurant Robert, qui a eu plusieurs vies, mais notamment dernièrement c'était Daniel Morgan entre autres qui était là-bas. J'en parle de lui parce que je l'adore, c'est un pote à moi et que j'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait. J'ai un souvenir d'ailleurs de son artichaut frit qui était complètement dingue. Amalia a ouvert cette semaine, ils ont fait la préouverture avec le Club Moi Chef. On a tellement rempli cet événement qu'on leur a demandé s'ils ne voulaient pas ouvrir une autre date. Et pour une fois, plutôt que d'ouvrir une deuxième date le lendemain, ils ont ouvert une autre date la veille. C'est pour ça qu'on a fait 2 préouvertures. Moi, je n'étais pas présente à la première puisque j'étais encore en Éthiopie, mais j'étais présente à la deuxième. C'est vraiment génial. Mince, j'ai pas l'ordre de prix. On est entre peut-être 80 et 120 euros pour le gros menu. Clairement, il y a un positionnement gastronomique. Ils peuvent se le permettre. C'est les anciens chefs tous les 2. Ils étaient au Chorus, pour ceux qui connaissent, K-O-R-U-S. Et ils sont passés par de très grandes maisons. Aleno, Gagnère, Barbeau, pas en même temps tous les 2, mais chacun d'entre eux sont passés par de très très belles maisons. Franchement, on a passé une très belle soirée. Ils ont une carte des vins qui est géniale. Je devais boire un café dans l'après-midi avec Tina Meyer, qui a été la rédac chef de Time Out et maintenant qui est la rédac chef du Michelin. Au final, ce café s'est décalé à tel point qu'à un moment, je lui ai dit, écoute, viens, je t'invite pour faire la préouverture d'Amalia. Tina, vous la connaissez peut-être à travers son documentaire Punkovino. Si vous ne connaissez pas, allez le voir, c'est complètement dingue. Il a été diffusé sur Arte, je crois. C'est une grande connaisseuse en vin et elle a adoré, elle a été même bluffée par certaines références qui étaient présentes sur la carte à des prix vraiment abordables. Amalia, allez-y, foncez, franchement, c'est génial. Deuxième préouverture qu'on a fait cette semaine, c'est celle de Sienne. D'habitude, je parle beaucoup avec mes mains, là je le fais pas parce que ce que vous voyez pas, pour ceux qui ont la caméra, c'est que j'ai Tara qui est avec moi depuis tout à l'heure et qui est posée sur moi. Donc c'est pour ça que je fais pas de grands gestes. Tara qui est donc ma petite chienne qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Elle est du 3 mars. On est bien le 3 mars, hein. Ouais, elle est le 3 mars.
Deuxième ouverture, Sienne. Sienne, c'est un restaurant qui a été ouvert par Morgane et Baptiste Renoir. Tous les deux sont des Renoirs puisqu'ils viennent de se marier très récemment. Ça a été épique cette préouverture parce qu'elle a été décalée 2 fois. Et la deuxième fois qu'ils l'ont décalée, ils nous ont envoyé une vidéo depuis leur lune de miel qui était, je sais plus où, je pense à Bali ou un truc comme ça. La vidéo était trop mignonne. Ils étaient désolés de nous annoncer qu'ils décalaient parce que les travaux prenaient vachement de retard. Entre nous, je pense que s'ils n'avaient pas décalé les 2 premières fois, ils auraient à nouveau décalé là parce que clairement, le matin de l'ouverture, il n'y avait pas d'électricité du tout. Donc ils étaient en PLS les deux, les pauvres. Ça a été très très compliqué pour eux, mais pour nous, ça a été très bien parce qu'ils ont fait le taf comme il faut. Et franchement, ils ne nous l'auraient pas dit, on ne s'en serait pas rendu compte. Alors bien sûr, il y avait encore des odeurs de peinture à droite à gauche. Sur le service, ils n'étaient pas encore rodés et ça a été un service un peu long. Mais le menu à Sienne, qui est donc à Saint-Cloud, c'est ça, hein, porte de Saint-Cloud. C'est génial déjà pour ceux qui habitent là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la partie restauration. Ils sont sur la place du marché, si je me souviens bien, parce que moi je connais pas nous cette ville. En gros, c'est à 10 minutes du métro, donc franchement c'est rapide. Et c'était 39 € le menu de mémoire, avec une entrée très sympa, œuf morette, très sympa, efficace. C'est pas ce qui m'a le plus bluffé, mais c'était très bien exécuté. Derrière, un pot-au-feu en chou farci avec un petit bouillon à côté. C'était mais tellement bon, hyper gourmand, super bien exécuté. Franchement, c'était génial. Il y a d'autres personnes qui ont pris le riz de veau qui était en supplément, c'était plus 12 €, mais apparemment le riz de veau était absolument exceptionnel également. Et en dessert, il y a son fameux dessert au chocolat qui est, je crois, pas exactement la même recette que celle qu'il fait dans son restaurant étoilé qui s'appelle Ocre, la couleur Sienne, Ocre, vous l'avez. Son dessert au chocolat est franchement hallucinant. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Et j'ai insisté, donc là je dis il parce que c'est Baptiste Renoir qui est au fourneau, mais si j'ai dit que c'était Morgane et Baptiste, c'est vraiment leur restaurant à tous les deux. Alors de toute façon, elle bosse aussi énormément avec lui dans son resto à Ocre, mais là c'est vraiment leur lancement à eux, c'est leur bébé à tous les deux, c'est un très beau restaurant et c'est vraiment vraiment excellent. Et puis enfin, le dernier événement de la semaine, ça a été hier après-midi, un atelier chocolat avec William Artig dans le 11e, juste à côté de République, qui a ouvert sa propre chocolaterie. Putain, William, il est génial. Il a 32 ans, il est passé que par des maisons incroyables. Je ne vais pas m'en rappeler toutes, mais notamment, il a travaillé avec Nicolas Berger. Il a bossé dans une pâtisserie géniale à Lyon, dont j'ai oublié le nom. Oh, je m'en veux parce qu'il a que des noms incroyables. Ah, je m'en veux. Il a un parcours de dingue. Il a ouvert une chocolaterie en face de la Montgolfière, un club de sport qui est vraiment dans le 11e ou à côté de ce coffee shop qui s'appelle Bonjour Jacob. C'est collé à Bonjour Jacob, à côté de la rue de l'Ancry. Allez-y, franchement, allez-y. Il travaille super bien. Tout ce qu'il fait est exceptionnel. Je déteste les pâtes de fruits typiquement. Et les siennes sont géniales. Elles sont géniales. Notamment celle à la pomme au four. Moi, j'appelle tatin, mais je crois qu'il appelle pomme au four. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Elle est dingue. Mais au-delà de ça, il fait des gâteaux, des chocolats. Et notamment un avec un praliné de noix. La noix de Grenoble. J'avais jamais vu ça avant. Je m'étais jamais rendu compte qu'on faisait tout le temps avec des noisettes et pas avec des noix. Et celui-là, il est mais fou. Alors celui aux noisettes aussi, il est excellent. Bref, allez-y. Et donc il nous a fait un atelier juste pour le club, qu'il n'a jamais fait. Il n'a pas envie de faire ça trop souvent, mais il sait que c'est tellement des passionnés de gastronomie dans le club qu'il s'est dit, allez, pourquoi pas. Il a accepté de le faire pour nous. Franchement, c'était un moment génial. Et on a fait en avant-première pour Pâques. Il fera pas de lapin, il fera, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je vais pas le dire, mais il a fait un autre animal qui est trop mignon. Et on a fait l'atelier où on a fait notre propre truc nous-mêmes. C'était génial de découvrir comment faire ça. Et c'était vraiment excellent. On fera d'autres choses avec William, bien évidemment. Et ça s'est terminé après avec un verre d'apéro chez Simon Briscard, le patron de Viande et Chef, qui est juste à côté rue de l'Ancry, qui lui est membre du Club Moi Chef. Quand j'ai vu qu'on était à côté, je lui ai demandé s'il était là. Il a dit « Passez boire un coup ». On est passé boire un coup. On a bouffé beaucoup de charcuterie. Et on a aussi beaucoup parlé. On va se faire, je pense, une espèce d'événement incroyable avec les chocolats de William, les viandes de... Alors, pas mélanger, hein. Les viandes et les charcuteries de Simon et très probablement le pain, du pain et des idées parce qu'ils se connaissent très bien, qu'ils sont juste à côté. Donc, on est en train de programmer ça. Enfin bon, je vous en parlerai plus tard. C'est terminé pour les événements de cette semaine. Maintenant, je vais vous parler de ce voyage en Éthiopie complètement incroyable. Il faut bien comprendre que entre le moment où j'ai reçu le billet d'avion
et au moment où je suis parti, il s'est passé 5 jours. Donc ça a été vraiment prévu en dernière minute. Pourquoi en Éthiopie ? Parce que Éthiopie, déjà, c'est le berceau du café. C'est là qu'on retrouve les premières traces d'Arabica. Et c'est le pays dans lequel il y a le plus de variétés de café Arabica au monde. Et puis également, c'est Côme de Cherizet dont je vous parlais en introduction, qui est mon associé, qui est l'ancien fondateur PDG du Go Emilio, pas le fondateur, parce que le fondateur c'est Go et Emilio. Henri Go et... Merde, je me suis lancé dans un truc. Mio, je sais plus. Côme a rencontré les fondateurs de Fira Café, Fyra. Il m'a dit c'est de la folie ce qu'ils font, franchement faut que tu les rencontres. Donc je les ai rencontrés, j'ai rencontré Benjamin et Antoine. Antoine qui est donc l'ancien, il est le cofondateur de Coutume Café, que vous connaissez beaucoup mieux parce qu'ils font partie des tout premiers coffee shops à faire du café spécialité à Paris, il y a je crois plus de 10 ans. Et en gros c'était Tom Clark et Antoine. Antoine qui est plus le coffee nerd, vraiment le geek du café. Et Tom Clark qui est plus sur la partie business development et management de l'entreprise Coutume, qui est toujours à la tête de Coutume et que je salue, Tom, que j'adore. Antoine est parti il y a 3 ans et il a continué son activité dans le café à titre perso. Et là, il a recréé une marque dont le premier client est Cédric Grolet. Il a plein d'autres clients, mais vous avez entendu parler de sa nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Il y en aura plein d'autres qui vont ouvrir. Les cafés que vous avez là-bas sont les cafés Fyra. Mais ils ont plein de clients, notamment Yann Couvreur. Il m'a donné d'autres noms que j'ai oubliés, mais bon, il bosse déjà avec plein de très très beaux noms. Et Antoine avait il est peut-être temps que je vous explique un peu ce qu'on fait dans le club plus en détail. Et si vous êtes membre du club Moi Chef, ça ne fera pas de mal de le répéter. Moi, mon taf, c'est d'aider et de mettre en avant les producteurs artisans qui travaillent super bien. Donc, j'ai une première rencontre, mais ensuite, je vais toujours les rencontrer, passer beaucoup de temps avec eux pour voir comment ils bossent, pour m'assurer que les gens qu'on va aider méritent vraiment d'être aidés. Parce que ce qu'on va faire pour eux, c'est pas anecdotique. On va énormément communiquer sur ces gens-là à travers la newsletter qui est écrite par Stéphane Méjanès, qui est envoyée à 11 000 personnes et qui est écrite par un journaliste. Donc c'est vraiment une très très grande qualité cette newsletter. Et puis les vidéos que je fais, qui sont un peu plus amatrices, puisque c'est moi qui les fais et que je suis pas un professionnel de la vidéo, mais bon, avec le temps, je commence à être habitué. Donc ces vidéos qu'on met sur Facebook, Instagram et qui peuvent très rapidement, c'est la beauté de ces réseaux sociaux, c'est que ça peut vite monter à des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Et puis en plus de ça, on va leur apporter pas mal d'argent. Cet argent, à travers une vente qu'on réalise, réservée aux membres du club, et vente sur laquelle on va acheter au tarif grossiste, et on n'applique aucune commission. La totalité de l'argent de ces ventes est reversée aux producteurs artisans qu'on a mis en avant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que moi, je veux garantir à tous ceux qui m'écoutent, les membres en priorité, mais aussi n'importe qui, des journalistes ou des gens qui ne nous connaissent pas encore, et aussi les producteurs artisans, que si on les sélectionne, c'est vraiment parce qu'on y croit et qu'on n'a aucun biais. Évidemment, si on prenait ne serait-ce que 15-20% de commission sur ces ventes, on serait un petit peu biaisé. Et donc quand je dirais aux gens, allez, achetez-en plus, mais dans la tête des gens, il y aura un truc, ouais mais bon, forcément il veut que j'en achète plus parce qu'il a gagné plus d'argent. Ce n'est pas le cas. Moi, ma rémunération, notre rémunération à l'équipe, celle du club, c'est celle des cotisations, provient uniquement des cotisations des membres au club. Donc, vu qu'on rapporte beaucoup à ces producteurs artisans, je veux être sûr de choisir les bons. Donc je fais une première rencontre, en l'occurrence Antoine, je l'ai rencontré dans son torréfaction qui est à l'autre bout de Paris. Je dis ça alors, comme si c'était plus loin que l'Éthiopie, mais ça m'a surpris quand j'ai vu qu'il fallait 40 minutes en vélo pour y aller. Ils sont dans le 15e, je crois. Je suis dans le 9e, moi, en ce moment où j'enregistre. Ici, on est chez moi dans mon appart, là. Je les ai rencontrés, j'ai beaucoup accroché avec Benjamin et Antoine, mais ça ne suffisait pas. Je leur ai dit, mais moi je veux voir comment vous bossez, quelle est la relation que vous entretenez avec vos producteurs. Et donc il m'a dit, ok, tu viens avec moi en Éthiopie. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé le billet, et quelques jours plus tard, j'étais en Éthiopie. Alors l'Éthiopie, qu'est-ce que j'ai découvert sur le café ? Bon déjà, sur l'Éthiopie, ce que j'ai découvert, c'est que ça fait partie des 2 seuls pays africains qui n'ont jamais été colonisés. C'est beau quand même. C'est beau. Enfin, c'est beau. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y en a eu que 2. Mais c'est important de le souligner. Il y a l'Éthiopie et le Libéria qui sont les 2 seuls. Alors, ça a failli. Ils ne sont pas passés loin malgré tout. Les Italiens ont essayé de coloniser l'Éthiopie, mais ils ont raté. Je fais très simple, je ne suis pas historien, donc ne m'en veuillez pas si j'ai des bêtises. Ou en tout cas, si je mets des choses. Mais de ce que j'en ai compris, Ménélique II, à l'époque, qui était je ne sais pas quel titre lui donner, mais en tout cas, le ruler, celui qui gouvernait le pays, était
un très fin stratège et un grand fédérateur. Il a réussi donc à fédérer le peuple éthiopien à l'époque pour qu'il s'unisse contre l'envahisseur italien, et également un très grand stratège, ce qui fait qu'il a su utiliser les ressources éthiopiennes pour négocier des choses, notamment avec l'Angleterre, et leur acheter plein d'armes. Donc ils ont fait, à l'époque, ils faisaient partie des rares pays qui étaient armés contre l'envahisseur, et donc c'est aussi pour ça que les Italiens n'ont pas réussi à mener leur invasion jusqu'au bout. Ils ont néanmoins, ces Italiens, réussi à les envahir avec leur pizza. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup de pizzas en Éthiopie, encore aujourd'hui. La culture italienne est quand même pas mal présente, mais la culture éthiopienne est très très forte. Et typiquement, le premier soir, arrivé à Addis Abeba, désolé, je me trompe à chaque fois parce que c'est Addis Abeba ou Addis Ababa. En français, si j'ai bien compris, on dit Abeba, mais partout ailleurs, on voit Ababa. C'est un peu comme Pékin et Beijing. On est quasiment les seuls au monde à dire Pékin, alors qu'en fait, c'est Beijing, la capitale de Chine. Bon, je dirais l'un ou l'autre, Addis Abeba ou Addis Ababa, en fonction dans ce podcast. Premier soir où on est arrivé là-bas, j'étais claqué au sol, parce qu'on avait passé la nuit dans l'avion et que j'avais pas du tout dormi, j'avais oublié de prendre mon masque de nuit, donc j'ai dormi une bonne heure, je pense. Malgré tout, Antoine a tenu à m'inviter dans un club de musique de jazz éthiopien qui s'appelle ATK de mémoire, ATEKA. C'était de la folie. Je vous le dis très sérieusement, si vous avez la chance d'aller à Addis Abeba, c'est même pas une question. Vous devez aller là-bas. ATEKA, c'est perdu au fin fond de la ville. Il faut y aller en taxi, bien évidemment. Mais quand vous arrivez là-bas, c'est une expérience dinguissime. Et même en étant fatigué, franchement, mais quelle ambiance! C'est dingue, je vous en dis pas plus, pas le spoil, mais ça chante, ça danse, et il y a de quoi manger, de quoi boire, notamment une boisson à base de miel fermenté. Je l'ai pas là, non, je l'ai derrière moi. J'ai ramené juste un petit le vase en verre. Enfin, je m'en sers comme vase, mais ça sert de bouteille dans laquelle ils mettent ce miel fermenté qui est plutôt très bon. Non, plutôt bon. Pas très bon, mais plutôt bon. Qu'on vient mélanger, en l'occurrence, avec là, nous on le mélange avec du soda. Enfin, du soda. C'est soda en anglais, mais c'est de l'eau pétillante. Bref, à faire absolument. Le lendemain, on a refait un peu la fête, et après ça, on est parti d'Addis Abeba pour aller à Hawassa en avion. Alors, c'est un peu chiant de faire l'avion autant parce que bilan carbone, j'y pense à chaque fois. Mais en l'occurrence, même sur place, on allait prendre un avion parce qu'il y a une route hyper moderne, hyper neuve, mais un peu chère pour aller d'Addis Abeba à Hawassa. Et le fait qu'elle soit moderne, mais surtout chère, fait que ce n'est que des riches qui prennent cette route. Et vu qu'il n'y a que des riches qui la prennent, il y a quelques prises d'otages sur cette route. Donc tout le monde sur place nous a conseillé de ne surtout pas la prendre. Donc on a pris l'avion. J'oubliais, pardon, excusez-moi, je vais tousser. J'oubliais bien évidemment, avant de partir, on a fait quelque chose de passionnant, c'est on a fait le cupping du café. Qu'est-ce que le cupping du café, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est ce moment où on fait une dégustation de plein de cafés. Donc on a une dizaine de cafés, en l'occurrence, tous alignés, qui sont juste numérotés, pour pas qu'on puisse savoir quelle origine, etc. Et ils ont été torréfiés la veille pour pouvoir avoir le temps de dégazer un petit peu de gaz carbonique, de CO2. Donc ils ont été torréfiés la veille, ils sont moulus une quinzaine de minutes avant le cupping, et le café moulu va être mis dans des cups, pas vraiment, à peu près de ce volume-là, mais pas la même forme, c'est une forme plus évasée. Celle-ci vient de chez Amalia, d'ailleurs, qui m'ont gentiment offert. Ensuite, on va mettre de l'eau chaude, autour de, je crois, 92-94 degrés. Dans tous les trucs, on met un timer, 4 minutes. Et ce qui va se passer, c'est que le mélange de l'eau et de café, vu qu'il n'y a pas de filtre, va former une croûte tout en haut de la coupe, de la cup, pardon, de la tasse. Ça va former une coupe qui va empêcher le CO2 de s'échapper. Mais le CO2 continue de se dégager à cause du contact entre l'eau et le grain de café moulu. Et au bout de 4 minutes, ce qu'on fait, on vient prendre une cuillère, on vient taper sur la croûte, casser la croûte, et d'un coup, hop, le CO2 vient libérer tous les arômes, et on a un premier nez qui est hyper important pour le torréfacteur, qui va lui permettre de se dire, waouh, celui-là, c'est une tuerie, ou non, il est plein de défauts, j'en veux pas. Donc ça va aller très vite, on va faire ça café après café, et ensuite, on va laisser le café refroidir pendant plusieurs minutes, parce qu'il faut surtout pas se brûler la langue, sinon on flinguerait tout le reste du voyage. On va attendre quelques minutes que le café refroidisse, et là, on va cupper. Donc cupper, on prend une cuillère qu'on met dans la bouche et on fait vraiment un bruit, un gros slurp comme ça de café en café. On recrache parce que sinon on ne tiendrait pas pendant une semaine.
Et là, on a un premier nez et goût qui nous permet de savoir si, une fois de plus, si on veut avancer avec ce café ou pas. Moi, ce que j'ai pu sentir en étant, donc, je suis assez connaisseur en café. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas connaisseur et je l'assume complètement. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je me sens plutôt connaisseur. Par contre, évidemment, extrêmement loin du niveau d'Antoine. Les choses que j'ai pu reconnaître moi tout de suite, c'est les défauts. Des cafés notamment à phénolé. Alors, je savais pas qu'on disait phénolé. Je l'ai appris en le sentant. Mais pour moi, c'était clairement pas mon café. C'est qu'il y a des défauts. Donc, potentiellement des grains de mauvaise qualité qui ont trop fermenté ou qui ont pourri. Et l'autre chose que j'ai pu remarquer, alors c'est ce qui a été fantastique aussi, je suis assez content parce que j'étais parfaitement aligné avec Antoine. Café numéro 2 et 3 était incroyable. Et également, faire la différence entre un café anaérobique et un café naturel. Alors là, je fais une parenthèse un peu geek, mais c'est passionnant si vous êtes passionné de ça. Le café anaérobique, alors, le café naturel, c'est un séchage qui est fait en fait depuis toujours. On prend les cerises de café, on les met sur... alors, historiquement, on le mettait par terre, sur le sol, au bord de la route. C'est pas hyper hygiénique et il y a des problèmes des fois de moisissure si il y a eu de la pluie ou un truc comme ça. Donc, c'est pas l'idéal. Et maintenant, on les met sur ce qu'on appelle des lits africains, qui sont des lits en bois, mais qui sont en hauteur. Donc, ça permet à l'air de passer en dessous et de ventiler et éviter d'avoir des problèmes de moisissure. Ça, c'est un café naturel. Alors que le café en anaérobie, je fais une énorme parenthèse. Hein. Vraiment, si vous êtes un gros fou de café, vous allez vous rendre compte que il y a plein de choses dont je vais pas parler. Parce que sinon ce serait beaucoup trop long comme podcast, mais en plus parce que je ne suis pas expert sur toutes les méthodes de fermentation. L'anaérobie, c'est, comme son nom l'indique, sans oxygène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les cerises de café souvent dans une cuve en plastique même, et la fermentation va dégager du CO2 qui va lui-même chasser le peu d'oxygène qu'il y avait déjà dans cette cuve. Et on a en haut de la cuve un petit tuyau qui est relié à un verre d'eau, qui permettra d'empêcher l'oxygène de revenir dans votre sens, mais aussi de voir, tant qu'il y a des bulles, c'est que ça fermente. Faire ça, ça permet de prolonger les fermentations, donc de développer plus d'arômes, un peu comme dans le vin, hein, la fermentation, ça développe plein de choses, mais aussi d'éviter qu'il y ait une oxygénation qui vienne abîmer les cerises. Donc, on a une fermentation plus longue, pour autant, pas de défaut a priori. C'est café anaérobique ou aussi qu'on appelle carbo parfois, macération carbonique. Parce que des fois, on peut, si on le souhaite, ajouter du CO2 à la main, mais c'est pas tout le temps le cas. Alors des fois, on parle de carbo alors qu'on n'a pas ajouté de CO2. Voilà, je vous ai dit que c'était compliqué. Bref, pour revenir sur ce que je disais, j'ai pu très facilement au nez identifier la différence entre un café naturel et un café carbo ou anaérobique. Parce que ça développe des arômes qui sont... Alors, ça va pas vous faire rêver ces termes, mais c'est ceux qu'utilise Antoine, parce que lui non plus n'est pas hyper fan des anaérobiques trop poussés, de soja, de Vegemite, de sueur, d'animal, voilà. Et en l'occurrence, je suis assez content parce qu'il y a un café dans un coffee shop que j'adore, qui est en bas de chez moi, qui s'appelle Papillote. Ils ont un café filtre dont j'étais un peu moins fan depuis quelques semaines, et ils ont acheté un gros paquet, donc ils mettaient du temps à l'écouler. Et arrivé là-bas, et quand Antoine m'a expliqué tout ça, j'ai eu le déclic, j'étais là, waouh. Je suis sûr que ce dont je ne suis pas fan, c'est pas qu'il a des défauts, leur café, c'est qu'ils ont choisi un café anaérobique. Et quand je suis rentré en France à Paris, il y a quelques jours, je leur ai demandé, j'ai rien dit, j'ai regoûté au café, j'ai réidentifié les mêmes notes aromatiques, et après je leur ai demandé de m'amener le sac de café, et en effet, c'était un anaérobique, j'étais un peu fier, je vous avoue. Donc c'était la première fois que j'étais vraiment sûr d'être capable de faire la différence. Après ces clubbing, on est donc descendu à Awassa, et d'Awassa, on a pris une bagnole pour aller rencontrer... donc là, on a fait des heures de bagnole. C'est au début des routes incroyables, de très très bonne qualité. Merci aux Chinois qui investissent beaucoup en Éthiopie et qui nous ont fait des routes magnifiques. Alors bon, qui s'abîment un petit peu, mais de toute façon, c'est partout dans tous les pays. Et c'est pas parce qu'ils sont chinois que les routes s'abîment. Alors évidemment, je dis ça, mais il y a aussi une contrepartie, c'est que pas mal de gens reprochent aux Chinois d'endetter des pays africains, et derrière, ils sont obligés de concéder des choses, notamment des ports maritimes. Alors c'est pas le cas de l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie n'a pas de port. C'est un des rares pays africains qui est complètement enclavé. Et ils sont obligés de passer par Djibouti pour... Bon, bref, digression un petit peu longue là, désolé, mais c'est quand même particulier hein, pour un pays de ne pas avoir accès à la mer. D'où les problématiques avec l'Érythrée, etc. Mais bon, je ne fais pas un cours de géopolitique. Une fois qu'on est sorti des routes qui sont nickel, par contre, tout de suite, c'est de la piste et c'est le bordel. Et c'est très compliqué. Mais c'est là que sont les producteurs. Et ce que j'aimerais pouvoir retransmettre dans ce podcast, c'est que
ce qui se passe régulièrement. Quand vous allez dans un super coffee shop et que vous voyez Café Éthiopie et que vous voyez le nom du producteur, il y a une probabilité assez forte que ce soit pas forcément exactement ce producteur-là ou qu'on n'en soit pas sûr à 100%. Je vous explique. Le café en Éthiopie, déjà c'est la première économie d'exportation d'Éthiopie. C'est énorme, la première, ce qui n'est pas forcément très rassurant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et on sait que c'est un pays pauvre. C'est la première. Et au sein de toute cette exportation de café, il y en a environ, c'est une estimation grossière, hein, environ 70% qui vient de ce qu'on appelle des garden cafés. Le garden café, c'est café de jardin. Ça veut dire que c'est une famille, une famille donc avec les enfants, ça fait 7, 8, 10 personnes, qui a une maison. Et quand on pense à une maison là-bas, en tout cas toutes celles que j'ai vues, c'est des maisons, c'est souvent des piquets de bois plantés. Et des fois, il n'y a que ça. Souvent, quand même, ils ont, alors je ne connais pas du tout en bâtiment, mais je sais pas quoi, de la chaux ou des choses comme ça au milieu pour isoler un peu plus. Mais c'est pas énorme. Une maison et autour un jardin dans lequel ils ont des plants de tomates notamment, j'avais vu pas mal, des bananes, des choses comme ça, et des caféiers. Une cinquantaine, une centaine, maximum 200 pieds de caféiers. C'est pas grand un plant de caféier, hein, c'est quand ils sont bien entretenus et qu'on les coupe suffisamment bien pour pouvoir récolter les cerises, ça fait 2,50 m, des fois 3 mètres pour les plus anciens, mais quand ils les font bien, c'est pareil grand. Et donc, 70% de l'exportation de café vient de Garden Café. Donc en fait, c'est extrêmement fragmenté comme milieu. Et c'est pour ça qu'il y a forcément pas mal d'intermédiaires. Mais intermédiaires, même si nous, on essaie de s'en débarrasser dans le club, moi, je vois ça plutôt comme une bonne chose dans ce contexte-là. C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise « Bon, je vous échelle votre café à vous tous dans le village, et puis après, moi, je vais le revendre à quelqu'un d'autre qui va faire peut-être un intermédiaire régional et qui, lui, va le vendre à un torréfacteur qui va se faire livrer à Paris, qui va torréfier son café et après nous le vendre à nous. » C'est normal, hein, et c'est ça qui a permis de développer l'économie du café éthiopien. Mais malgré tout, ça veut dire que c'est très compliqué de savoir exactement à quel fermier on achète son café. Parce qu'il y a quelques intermédiaires. Et donc souvent, ce que font les torréfacteurs, et d'ailleurs j'en ai rencontré, sorti de l'avion, et on a parlé un peu avec eux, ils étaient américains, ils ont une torréfaction dans le Massachusetts. J'ai oublié leur nom, mais je les suis sur Instagram depuis peu. Eux, ils vont voir une coopérative et ils vont voir un intermédiaire qui leur dit viens, je te montre quelques fermiers. Donc ils ont fait les mêmes images que nous, les mêmes vidéos que nous, sauf que à la fin, eux, leur interlocuteur, c'est la coopérative. Et ils achètent à la coopérative qui va donc mélanger toutes les cerises de café, les traiter ensemble et les vendre telles quelles. Donc, c'est rare de pouvoir garantir à 100% le lien direct avec les fermiers. Et c'est ce que fait Antoine de Fiera, puisque lui, il fait l'effort, il est tout le temps en déplacement. Il m'a raconté des anecdotes, vous n'avez pas idée, il est partout dans le monde tout le temps pour aller rencontrer ces gens-là. Il passe beaucoup de temps, et lui, ce qu'il veut faire, c'est s'assurer de la qualité. Donc il regarde, il y a plein de choses, il y a plein de détails tout bêtes à regarder pour comprendre si c'est de la bonne qualité ou pas. Et puis il veut aussi s'assurer, ça lui tient énormément à cœur, que d'une année à l'autre, les fermiers qu'il va voir s'enrichissent. C'est hyper important pour lui, de voir qu'ils ont éventuellement une nouvelle voiture ou une maison un peu plus grande ou que les gamins sont partis à l'école, à l'université, des choses comme ça. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire dans l'histoire qui est en train de s'enrichir. Et évidemment, c'est tout ce qu'on essaye d'éviter dans le club. Une fois qu'on a fait tout ça, là-bas, c'était des moments fantastiques où il y a toute la cérémonie du thé, où ils vont torréfier eux-mêmes leur café sur place pour nous accueillir. Alors, j'ai pas bu les meilleurs cafés de ma vie en Éthiopie, j'ai vu les meilleurs cafés. J'ai vu des graines absolument incroyables, mais quand c'est torréfié sur place, c'est des gens qui n'ont pas les torréfacteurs qui coûtent... faut imaginer qu'un très bon torréfacteur, la machine, ça peut coûter jusqu'à 250 000 euros. Donc forcément, tout le monde n'a pas ça à la maison. Eux, sur place, ils ont des petites casseroles, ils font ça à la braise, et souvent, ils le font un petit peu trop torréfié, comme beaucoup de gens partout dans le monde. Donc j'ai bu de très bons cafés, mais il y a une cérémonie du café qui est vraiment qui est magnifique, c'est très beau. C'est des moments qui sont fantastiques. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le café? Où est-ce que j'en suis? 39 minutes déjà d'enregistrement, ça commence déjà à être pas mal. Qu'est-ce que j'ai découvert sur le café? Je vous ai parlé de l'approvisionnement, de l'anaérobie versus le séchage naturel. Je pourrais évidemment vous parler de plein d'autres choses, mais ça devient un petit peu technique. Et ce que je vous invite à faire, c'est aller voir mon compte Instagram Tristan Laf, L-A-F.
sur lequel j'ai posté plein de vidéos. Je me suis vraiment forcé à tous les jours faire une vidéo sur un truc qui m'avait surpris. Et d'ailleurs, je vais essayer de continuer à faire ça. Je l'ai fait encore hier et je l'ai encore fait avant-hier sur d'autres sujets, hein, sur la charcuterie ou sur le chocolat. Puisque vous le savez, j'étais dans un atelier de chocolat avec William Harting hier. Donc allez voir mon compte Instagram, il y a sur mon profil, il y a des vidéos sur pas mal de trucs assez surprenants sur le café qu'on ne sait pas forcément. Je pourrais terminer par ce petit tips pour vous. Si vous vous intéressez au café, mais vous ne vous sentez pas particulièrement expert. Comment passer de niveau 1 sur 10 à, allez, on va dire 6 sur 10 très facilement dans votre dégustation et consommation de café? Ça m'appartient, hein. Les coffee nerds qui m'écoutent, je suis désolé si vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi, mais ma conclusion à ce stade est la suivante. Si vous voulez faire un gros step en avant, déjà, achetez simplement un meilleur café. Si votre café, vous l'achetez en grande surface, vous êtes sûr que c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. J'assume ce mot parce que j'ai vu tous les différents grades de café sur place et comment il y a énormément de tri qui sont faits. Et quand il y a une partie du tri qui part pour le café de spécialité, l'autre partie, elle n'est pas jetée, évidemment. Elle est vendue à grande distribution. C'est franchement pas bon. Et pour masquer tous les défauts, donc notamment les cafés un peu phénoliques dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a plein d'autres défauts de pourriture, de moisissure, le meilleur moyen de les masquer et de faire en sorte que malgré tout, vous ayez chez vous un café qui ait toujours le même goût, c'est de les brûler. En brûlant, on tue tout. Comme dans tout, hein. Comme dans tout, même dans le lait, quand on le pasteurise, on tue tout ce qui est à l'intérieur, donc on perd toute la richesse de la race de la vache, de ce qu'elle a mangé, etc. Mais dans le café, c'est pareil. Et c'est pour ça que malheureusement, on est tous habitués à boire des cafés brûlés. Et aujourd'hui, ça m'arrive et pourtant des gens qui sont même membres du club, qui sont des passionnés de bonne bouffe et de bon vin, si je leur donne un café spécialité, des fois, il y en a qui vont un petit peu faire la tronche parce que c'est pas habituel, quoi. On a cette habitude du café amer, dans lequel on est souvent obligé d'ajouter du sucre pour que ça passe, quoi. Donc, je disais, première chose, achetez votre café, payez le plus cher, mais franchement, l'expérience, ça vaut le coup. Enfin là, ce que je suis en train de boire depuis tout à l'heure, et d'ailleurs, je vais en boire une gorgée maintenant. Il a beau être tiède, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'amertume, il y a une pointe d'acidité, c'est un peu floral. Celui-là, j'ai acheté, je crois qu'il vient de Matamata, celui-là, un coffee shop qui est pas très loin d'ici, qui appartient au même fondateur que les coffee shops qui s'appellent Noir. C'est super bon, quoi. Premier step. Le deuxième, achetez-le en grain, parce que si vous l'achetez moulu, il va perdre des arômes très 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 vite. Vraiment, en quelques dizaines de minutes, quelques heures, vous perdez beaucoup. Donc achetez-le en grain, et après, soit vous avez un moulin chez vous, enfin, il faut avoir un moulin chez soi. Donc soit c'est un moulin manuel, soit électrique, soit le moulin est intégré à votre machine à expresso. Déjà, si vous avez fait ça, vous êtes loin au-dessus de tout ce que vous connaissez. Les cafés industriels et même les machines automatiques que vous savez très bien de laquelle je parle, mais je ne prononce pas leur nom parce que apparemment ils sont assez violents sur les procès qu'ils peuvent faire à tout le monde. Donc faites ça déjà, vous passez un step énorme en termes de café. Alors ça veut dire quoi? C'est quel coût? C'est faut compter un bon 12-14 balles vaut 200 grammes de café. Ouais. Mais franchement, quand on est passionné, c'est l'impact sur un an, il n'est pas si énorme que ça, et on passe à un step suivant. Et puis après, bien sûr, vous pouvez changer votre méthode d'extraction. Donc il y a la machine à filtre très classique qui fait bien le taf, mais qui n'est pas parfaite parce que, pour faire vite, ce qui peut se passer, c'est que si le jet est un peu trop continu, vous avez votre café moulu et l'eau va faire son propre chemin dans votre café et arriver directement en bas. Donc en fait, on ne va pas extraire tous les arômes du café que vous avez moulu parce qu'en fait, ça va créer des espèces de canaux à l'intérieur de votre café. Donc une meilleure, ou en tout cas un peu plus pointue, ça va être de faire un pour-over, donc une V60 ou une Chemex, dans lequel on va avec une petite bouilloire répartir l'eau à la main pour être sûr que tout se passe bien. Avant ça, on peut faire ce qu'on appelle le blooming, c'est-à-dire arroser un tout petit peu d'eau pour laisser le CO2 s'échapper. Bref, mais là, on passe de 8 à 9 sur 10. Donc, c'est pas le plus important. Et si vous êtes un coffee nerd, vous savez tout ce que je viens de dire. Donc, le premier truc, c'est acheter des bonnes graines de café. Pourquoi pas à Fira, parce que je les connais, mais il y en a plein d'autres. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller là-bas. Si vous êtes membre du club, vous finirez par en acheter au tarif pro sur le club. Mais il y en a plein des super torréfacteurs. Allez dans un coffee shop, demandez-leur de leur acheter du café. Et si vous n'avez pas de moulin, c'est pas grave. Commencez déjà par ce premier step de leur dire, pensez à leur dire quelle est la mouture dont vous avez besoin. Est-ce que c'est pour expresso ou est-ce que c'est pour filtre, etc. Ok, je vais arrêter de parler de café parce que vous l'aurez compris, je pourrais en parler pendant des heures.
Pour terminer ce voyage, on est allé de Hawassa à Shakiso, qui est pas très connu, mais c'est là qu'il y avait une partie des fermiers qu'on est allé voir. Et ensuite, on est allé à Yirgacheffe, qui là, par contre, est la capitale du café en Éthiopie. C'est beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on a vu beaucoup plus de fermiers encore. Et j'ai eu la chance de voir aussi des immenses usines de traitement de café. Moi, celle qu'on a rencontrée, qui était celle des fermiers d'Antoine, était toute petite. Mais des fois, on s'est arrêté pour aller voir celle des concurrents. Et c'est des trucs énormissimes. C'est quoi un mauvais café? Je terminerai avec ça. Même si on achète en Éthiopie, déjà, on va pas prendre le grade 1. Il y a plusieurs grades. Ça va de 1 à 8. On va pas prendre que le grade 1 et 2. On va prendre plutôt du 3 et 4. Pourquoi on ne prendrait pas 5, 6, 7, 8 ? Parce que ceux-là, ils ont normalement pas le droit de sortir d'Éthiopie. C'est le gouvernement qui l'interdit. Donc ça, c'est des cafés qui sont vendus sur le marché local. C'est pour ça que c'est pas forcément en Éthiopie qu'on boit les meilleurs cafés, malheureusement. Mais l'industriel qui va vendre ses cafés en France va prendre du grade 4. Il va sa fermentation, il va la faire dans des grands bacs pleins d'eau dans lesquels il va mélanger le mucilage, qui est la pulpe qui est autour de la cerise de café, autour de la graine de café dans la cerise. Il va mettre ça dans de l'eau, donc ça consomme beaucoup d'eau, et il va laisser fermenter ça là-dedans. Ensuite, il va le sécher très rapidement dans un four. Je vous donne la version extrême. Dans un four pour que ça aille plus vite, mais c'est trop rapide et on perd plein d'arômes. Et puis après, ils vont emmener tout ça en France dans des immenses containers, et là-bas, le surtorréfier pour masquer les défauts parce que c'est du grade 4, et dans la pire des versions, le moudre et le vendre en supermarché. Ça, c'est un café qui va en effet coûter beaucoup moins cher, mais il n'y aura plus rien dedans à part de l'amertume et de la caféine. Ça, c'est pas mal. Le café de spécialité, c'est souvent du grade 1, voire 2. Et puis, la fermentation, elle est faite sur ces fameux lits africains ou en anaérobie, où il y a plein d'autres processus dont je vous passe le détail, white honey, bref, je vous passe le détail. J'ai même pas, franchement, j'ai même pas tout pu appréhender dans ce monde-là. Et j'ai dit que c'était la dernière, mais j'en fais une autre, parenthèse. Arabica versus Robusta. Éthiopie, il y a que de l'Arabica déjà. Donc pas de Robusta. Le Robusta, c'est pas bon, on se le dit, faut arrêter. Il y en a qui essayent mais non. Le Robusta, globalement, c'est pas bon. Peut-être qu'il y en a 0,001% qui ont réussi à faire du bon, mais si vous envoyez du Robusta, vous êtes sûr qu'il est pas bon. Il est beaucoup plus caféiné, donc il donne beaucoup plus d'énergie. Mais franchement, on oublie. C'est un café d'industriel, clairement. Donc Arabica. Et l'Arabica, le problème, c'est qu'il pousse qu'en altitude. Enfin, entre certaines altitudes, j'ai plus les chiffres exacts. C'est pour ça qu'en Éthiopie, il y a que ça, parce que l'Éthiopie est en altitude. Addis Abeba, la capitale, est entre 2000 et 2200 mètres d'altitude. Je vous laisse imaginer mon état quand je suis arrivé. Waouh, qu'est-ce que je parle. Si vous êtes encore là, je vous embrasse et je vous aime. Je vous le dis très sérieusement avec tout mon cœur. Maintenant, je vais switcher complètement de sujet, mais suivre mon plan initial quand même. Heureusement, je l'avais écrit parce que sinon, je serais parti dans tous les sens. Un truc un peu geek. Moi, je suis un gros geek. Vraiment, je suis ingénieur en informatique à la base. Et quand je regarde pas des vidéos sur comment on fait du café ou de la poutarde ou du buff wagyu, enfin bref, je passe mon temps à regarder des vidéos sur plein de trucs quand je peux pas être sur place. En tout cas, avant d'aller sur place. Et moi, ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos de geeks. Je suis trop content quand il y a une nouvelle annonce sur de l'IA ou quand Apple annonce son nouveau iPhone. Voilà, c'est mon c'est mon truc. Je peux pas m'en décrocher. Bon, je me suis dit qu'ajouter une petite section geek ici, pourquoi pas. Franchement, elle est pas ouf aujourd'hui, mais c'est le dernier truc que j'ai découvert, c'est Notion Calendar. Peut-être que vous connaissez Notion. Notion, c'est hyper dur de résumer ce qu'est Notion. C'est un peu un truc qui permet de tout faire. C'est un outil dans lequel on peut créer des pages, des bases de données, des tableaux qui permettent de structurer de la donnée, et c'est très très bien foutu. Sur le papier comme ça fait pas rêver si vous connaissez pas Notion, mais quand c'est sorti il y a quelques années, ça a révolutionné ce milieu-là, et aujourd'hui il y a énormément de start-upers, d'entrepreneurs qui utilisent cet outil-là, et même de grosses entreprises, parce que c'est trop bien foutu. Et en plus maintenant ça a vachement évolué, et on peut le connecter à des API. L'API, ça permet de connecter à d'autres outils, notamment mon site, le site du club, qui est sur le CMS, c'est Wix. Pour ceux qui sont perdus, promis, ça ne durera pas longtemps. Restez. Je vous aime, je vous ai dit. Mon CMS, c'est Wix. Un jour, je vous raconterai pourquoi j'ai choisi Wix, qui paraît horrible dit comme ça pour un geek, mais en vrai, j'en suis très content. C'est connecté à Notion, donc je peux faire communiquer et avoir toutes mes informations dans les deux. Et Notion, récemment, ils ont sorti Notion Calendar. C'est un calendrier qui a été créé par Notion. Ils ont racheté, j'ai oublié le nom, mais ils ont racheté une boîte qui faisait déjà ce calendrier. J'ai oublié leur nom. Et il y a un truc, une fonctionnalité, non, deux, que je trouve vraiment génial dans Notion Calendar.
La première, c'est que ça permet de récupérer des informations d'une page Notion. Et vu que nous, nos événements, on les met dans Notion, notre Notion à nous, et ben, ils sont directement reliés à mon calendrier. Donc, j'ai tous les événements qui apparaissent automatiquement dans mon calendrier. Ça paraît tout bête, mais pour moi, c'est hyper important de ne pas prendre un rendez-vous avec des potes un soir où il y a une préouverture pour le club. Et la deuxième fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Notion Calendar, c'est la possibilité de proposer les créneaux à quelqu'un. Donc en fait, il y a un bouton, je clique dessus, je sélectionne les créneaux dans mon calendrier qui sont libres, et je clique sur un bouton et ça me génère un texte et un lien que je peux partager par email à quelqu'un en disant « Voilà mes créneaux de dispo, clique ici pour en sélectionner un ». Il y a plein d'autres outils qui font ça, mais là, c'est gratuit, c'est intégré à Notion Calendar, c'est bien foutu, je m'en sers de temps en temps, franchement, c'est cool. Fin de la parenthèse geek, désolé si je vous ai perdu. Je vous promets qu'à chaque fois ce sera assez rapide, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un sujet qui, je le sais, intéresse les entrepreneurs. Et ce podcast, 100% transparent, il est fait aussi pour les entrepreneurs. Je parle de podcast depuis tout à l'heure, mais ceux qui me regardent en ce moment savent que je vais aussi le mettre sur une chaîne YouTube, parce que si vous êtes comme moi je suis je suis accro à YouTube, donc pourquoi pas. On arrive sur la fin de ce podcast. Il y a encore 3 trucs. Une partie perso, partie questions-réponses pour les questions qui m'ont été envoyées. Et enfin, un teasing pour ce qui arrive bientôt, un truc que j'ai annoncé nulle part ailleurs ou quasiment. Sur le point perso, je peux pas ne pas le dire, donc je le dis. Si je fais ce podcast, je pense que c'est l'illustration parfaite du fait que je suis enfin en train de sortir de 2 ans de dépression. Désolé, hein, c'est un peu lourd comme sujet, mais en même temps, c'est le principe de ce podcast, c'est que je vous raconte un peu tout. Et je pensais ne plus être en dépression. Et puis, en fin d'année dernière, du jour au lendemain, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur un mec qui s'appelle Andrew Huberman. C'est un peu la star en ce moment du bien-être, du sport, de comment être hyper productif, blablabla. Andrew Huberman, Huber quelque chose. J'ai regardé la vidéo comme je le fais très souvent, sauf que là, j'ai eu un déclic et le lendemain, je me suis dit, hey, mais grave! Donc, quand je me suis réveillé à 7h, j'ai pas essayé de me rendormir jusqu'à 9h30, mais je me suis levé direct, je suis allé faire du sport, j'ai pris une douche froide, j'ai pris du soleil, j'ai pris un café, j'ai bossé, bref. Un truc que je fais tous les jours depuis, mais que je faisais déjà il y a 2 ans, complètement. Je suis quelqu'un d'assez... je suis assez motivé et plein d'énergie et j'adore ce que je fais, donc j'avais toujours connu ça, mais sans m'en rendre compte, je m'étais complètement laissé glisser dans une dépression vous l'aurez compris, puisque tout à l'heure j'en ai déjà parlé un petit peu en 2 mots, dû au décès de Mathilde, qui était ma fiancée, qui est décédée à cause d'un cancer. Du coup, avance, j'en parlerai plus tard, peut-être un jour où je serai capable d'en parler sans pleurer. Et donc, je pensais que j'en étais sorti de la dépression, et en fait, pas du tout. Et donc, pendant 3 jours, j'étais là, je suis sorti de dépression, ça y est, c'est fini. Sauf que, si je ne savais pas que j'étais en dépression, ce que j'ai accepté de me dire, c'est que, en fait, je suis encore dedans, aujourd'hui, là, au moment où je fais cette vidéo et ce podcast. Par contre, une chose dont je suis certain, c'est que j'ai passé un énorme palier. Mais pour pas me tendre de piège, je me dis, je suis encore en dépression, je suis juste dans un stade un petit peu différent. Et j'en suis convaincu parce que, comme je vous l'ai dit, mon niveau d'énergie et de productivité et de tout ont drastiquement augmenté depuis ce déclic un peu improbable en fin d'année dernière. C'était un 29 décembre, pour vous dire. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est une bonne nouvelle et que je vais bien. Voilà, pour ceux qui s'en souciaient. Je vous remercie. Fin de cette parenthèse-là, j'en reparlerai peut-être dans d'autres épisodes, mais bon là, c'est encore un peu lourd pour moi, vous vous en doutez. Dernier sujet perso, une thématique que j'ai inventée comme ça, c'est qu'est-ce que je vais bouffer, parce que très souvent on me pose la question. Ce midi, alors ce midi il est 14h20 au moment où je dis ça, donc il est un peu tard, mais ce midi je vais manger un hamburger. Hamburger complètement maison. J'ai un chien, donc ça fait partie du jeu du podcast à la maison. Ça arrivera que tu as de temps en temps. Un burger maison, puisque c'est Simon Bricard, donc de Viande et Chef, rue de l'Ancry, dans le 10e, dans le 12e, dans le 10e, je sais plus, rue de l'Ancry, qui, hier, quand j'étais avec lui, il m'a dit, tiens, repars avec ça, je vais te régaler. Il a un kit à burger avec une viande hachée qu'il fait lui-même, qui a l'air dingue, rien que de la voir, elle m'excite beaucoup. Et il fournit la laitue. Il y a 2 petits pots, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans encore, mais je pense qu'il y a du ketchup. Enfin, une sauce ketchup faite maison, bien sûr. Et le pain Mamiche, un bun Mamiche. Donc ce midi, je vais manger ça et ça va être génial. On passe à la partie questions-réponses. Alors, je vous ai promis que j'étais hyper transparent.
je suis un petit peu, mon ego a pris un coup parce qu'hier on a fait une story en mode est-ce que vous avez des questions à eux? J'en ai eu une seule. J'étais un peu triste ce matin, je vous cache pas. Donc la prochaine fois, si vous hésitez, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. La bonne nouvelle, c'est que cette question elle est parfaite. Franchement, si j'étais menteur, manipulateur et que j'avais inventé une question, j'aurais inventé exactement celle qu'Antoine m'a posée. Mais c'est pas le cas. Je ne suis pas menteur ni manipulateur. Donc je vais vous lire cette question, mais elle est parfaite pour moi. Nanana. Au début, j'ai pas compris le début du message. Ça passe pas juste sur la boîte. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. En gros, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais pour le club avec en plus avec juste en revenu la cotisation des membres? Cette phrase n'est pas très claire, Antoine, mais j'ai compris. Sachant que le montant n'est pas revu à la hausse pour les anciens membres, ça me semble être super chaud en pratique. Franchement, merci Antoine. C'est bien Antoine, je me trompe pas, ouais, Antoine Kanda. Antoine qui est membre du club et qui sait qu'en effet on va s'arrêter à 1000 membres, il connaît le prix de la cotisation qui est aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 690 € par an, mais qui à l'époque était moins cher. Pour les tout premiers, parce qu'on avait beaucoup moins de choses à proposer, donc c'était beaucoup moins cher. Et ce que Antoine sait, c'est que les gens qui à l'époque ont payé moins cher leur cotisation, les tout premiers au club, qui l'ont payé, je vous le dis, 449 €, et il y a même eu un tarif encore moins cher pour les tout premiers, 449 € par an, ce tarif-là, il n'augmente pas. Je pourrais leur dire maintenant faut augmenter, mais en fait je veux pas parce que ces gens-là ils étaient là pour moi quand j'en avais besoin et quand j'avais pas autant à proposer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un peu plus facile pour moi, on a fait tellement de préouvertures de dingue dans le club et de ventes incroyables à des prix de dingue que forcément c'est plus facile. Donc la question Antoine c'est comment est-ce que ce modèle il est viable en gros. Ce modèle ne fera pas de moi un millionnaire, en tout cas pas tout de suite, peut-être un jour, mais de toute façon c'est pas grave parce que c'est pas l'ambition. Cette boîte, le club, c'est un lifestyle pour moi. C'est ma manière à moi déjà d'être heureux, de vivre de ma passion et de plonger dans ma passion tout le temps. Je suis trop excité de bouffer ce que je vais bouffer, mes burgers là, ils vont être géniaux. Je suis trop content de faire ce podcast avec vous. Je suis trop content d'aller en Éthiopie. Dans une semaine, je pars en Grèce pour aller voir d'autres producteurs. Bref, j'ai un job génial. Donc c'est un lifestyle et je tenais absolument, à travers ce lifestyle, à faire du bien. C'est un peu ringard comme phrase, mais je vais quand même la dire. J'aime bien me dire de temps en temps que j'espère pouvoir, quand je quitterai cette planète, me dire que je l'ai laissé à ma manière un tout petit peu mieux que quand je suis arrivé dessus. Et chacun a sa façon de faire ça. Enfin, il y en a qui s'en foutent complètement et qui n'ont pas envie, mais il y a plein de manières différentes de le faire. Moi, si à travers mon entreprise et ce club, je peux mettre en avant des gens qui bossent super bien, qui sont géniaux et expliquer au plus de monde possible pourquoi ils travaillent super bien et pourquoi c'est possible de faire comme eux, je considère que c'est une mission accomplie. Donc c'est un modèle économique qui est qui va pas faire de moi quelqu'un de richissime, mais je peux vous assurer que je suis entouré de gens qui ont beaucoup d'argent, j'en ai plein. Pas du tout historiquement, je fais une famille qui est plutôt pauvre, assez pauvre franchement, qui n'ont pas été là pour moi financièrement, au début quand j'étais enfant bien sûr, mais après j'ai dû tout me démerder tout seul à partir de mes 18 ans, quoique pendant 2 ans ils m'ont payé mon loyer, donc de 18 à 20 ans, mais après j'étais complètement... je me démerde. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui ont de l'argent autour de moi, notamment des amis du club, qui ont des très belles carrières et qui ont très très bien réussi. Mais franchement, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Je vois ces gens, il y en a parmi eux qui bossent comme des oufs, qui sont fatigués, qui sont pas forcément hyper fans de leur métier et qui vont d'ailleurs se réfugier dans notre passion commune, qui est celle de la bouffe. Donc j'ai passé un cap et clairement, j'ai fait partie de ces gens qui rêvaient d'être millionnaires. Au tout début, j'ai créé mon entreprise il y a 9 ans, bientôt 10. Et j'en suis extrêmement loin. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est juste faire du bien, être heureux au quotidien. D'autant plus avec le traumatisme que j'ai vécu récemment, je peux vous assurer que je regarde la vie différemment. Et je sais, parce que les maths, elles sont assez faciles à faire, qu'à 1000 membres, quand on y sera, on sera tranquille financièrement, si, et seulement si, j'arrive à ne pas faire beaucoup plus grossir l'équipe. Puisque le coût numéro 1 de l'entreprise, c'est évidemment la masse salariale. Fin de cette parenthèse, qui n'était pas une parenthèse, fin de ce sujet, pardon. Évidemment, si vous avez des questions là-dessus, vous l'aurez compris, je suis hyper transparent, je vous donnerai tout. Je peux vous donner ma rémunération, comment elle a évolué au fil du temps. Posez-moi vos questions et je serai ravi d'y répondre. Je terminerai par un teasing, comme je vous l'avais promis. Récemment, j'ai été invité par le champagne Leclerc Brillant pour... C'était incroyable, ils nous ont invités, ils nous ont tout payé, le train, l'hébergement, le taxi du train à l'hébergement, et une soirée de dingue, et une dégustation de champagne exceptionnelle. Leclerc Brillant,
C'est vraiment super ce qu'ils font. J'ai rebouclé avec plein d'experts en vin et en champagne autour de moi qui m'ont dit que c'était génial et je le confirme, notamment Manuel Perrondet, le fondateur de Chef d'œuvre que j'aime beaucoup. Je confirme, c'est vraiment dingue ce qu'ils font. On a eu une visite qui était dingue et on a eu la chance d'être avec le maître de chai qui nous a fait une visite. Bref, il est un peu perché. Franchement, je le traite avec beaucoup d'amour. Ça part dans tous les sens. Ça part de l'impact de Mars, de la Lune sur, sur le champagne. Mais il est tellement compétent et le résultat est tellement au rendez-vous que c'est difficile de simplement se dire qu'il est perché. Et en fait, derrière ce truc un peu, la biodynamie là, poussée à son paroxysme presque, il y a une réalité qui est que ce qu'il fait, c'est fantastique. Après, la frontière entre l'impact de Mars ou pas, c'est un peu compliqué, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Néanmoins, on a eu une surprise ce soir-là, c'est que le repas, il nous a été concocté par Philippe Mille, qui était présent sur place juste pour nous. Philippe Mille, c'est le chef doublement étoilé des Crayères, à côté de Reims, ou à Reims, je sais plus. J'ai jamais eu la chance d'aller aux Crayères, mais ce que je sais, c'est qu'il quitte les Crayères pour ouvrir son propre restaurant. Et donc, je suis allé voir Philippe, j'ai fait « Coucou Philippe !» Dis donc, ça te dirait pas qu'on fasse la préouverture ensemble? Et évidemment, il a dit oui. Pourquoi évidemment? Parce que on ne nous dit jamais non, en fait, maintenant, quand on demande à faire une préouverture, parce qu'on apporte tellement au chef qu'ils disent toujours oui. Et même maintenant, c'est eux qui viennent nous voir pour nous demander de faire la préouverture avec nous. Nous, on est hyper contents d'être là, les premiers, forcément. Il y a un côté un petit peu... On est fiers d'être les premiers à tester un nouveau restaurant. Quand on a fait la préouverture de Plénitude avec Arnaud Donquel, et évidemment, aujourd'hui encore, j'en suis fier. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qu'on apporte aux chefs, c'est qu'on leur remplit le restaurant le premier soir, et ça pour l'ego, c'est pas mal. On paye notre menu, le prix normal, et on arrive avec énormément de bienveillance. Et ça, c'est un terme qui est ultra galvaudé, mais j'insiste et je l'utilise à tort et à travers parce que si vous êtes membre du club et que vous voyez la teneur des échanges sur le WhatsApp interne, vous comprenez ce que je veux dire. C'est incroyable cette bienveillance, vraiment, mais partout, de bout en bout, ça transpire dans ce club, et c'est une de mes grandes fiertés, vraiment. Et c'est aussi ce qu'on apporte aux chefs quand on vient. Et donc, on n'est pas là pour les tailler. S'il y a des erreurs, et il y en a une préouverture, franchement, à Sienne, le niveau de service, typiquement, c'était pas au rendez-vous. Je parle pas des serveurs, je parle du rythme. L'espacement entre les plats, il y a des fois, c'était beaucoup trop long. Mais on s'en foutait complètement. Parce que ça faisait partie du jeu. Et on savait que c'était compliqué pour eux. Et malgré ça, on a passé une excellente soirée. Et ça, pour eux, c'est important de savoir que quand on y est, on leur dit, franchement, il y a pas de problème. Et s'ils veulent des feedbacks, on leur en fait. Et vu que je viens accompagné d'ultra passionnés de bouffe, ils ont des feedbacks qui sont hyper qualitatifs. Et puis à la fin, je demande toujours, maintenant je le fais depuis peu de temps, je dis comment est-ce qu'on peut vous aider? Et souvent la réponse c'est parlez autour de vous bien sûr, mais un petit post sur Insta, ou une note sur TripAdvisor, ou une note sur Google Maps, ça aide toujours. Donc on le fait à chaque fois. Et donc le teasing, c'est, vous l'aurez compris, qu'on va faire la préouverture du nouveau restaurant de Philippe Mille. A priori, la préouverture aura lieu le 29 mars soir. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, ce sera le midi, le tout premier service. Mais on est en train de choisir plutôt de le faire le soir. On s'en moque. Déjà, c'est pas le même menu. Le menu du soir, on n'aura rien à voir avec le midi. Et puis, c'est quand même plus simple de se dire on se retrouve un soir là-bas. Donc, on sera pas les tout premiers à manger dans la salle, mais on sera les tout premiers au monde à découvrir son menu gastronomique du soir. Et surtout, on pourra rester toute la soirée, éventuellement dormir sur place si on a envie. Ça va être de la folie. Ça va être de la folie parce que, vu ce que j'ai mangé, déjà, quand il nous a fait ce menu privé juste pour nous, alors que c'était pas sa propre cuisine, c'était excellent. Donc là, ça va être... je suis trop pressé. Si vous n'êtes pas membre du club et que vous savez pas de quoi je parle, allez voir sur le site moichef.fr, c'est notre ancien nom qui va changer. Sinon, je sais pas, si vous écoutez ce podcast dans trop longtemps, je sais pas quoi vous dire. Mais tapez Moi Chef, on se débrouillera pour faire une redirection, je pense. Si vous êtes encore là, maintenant, franchement, je vous envoie des cœurs, des bisous, beaucoup d'amour, je suis très content. À l'instar de ce que je viens de dire sur les chefs, quand je leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, moi je vous dis, même si vous pouvez pas me poser la question, ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est déjà m'envoyer un petit texto ou un petit mail, tristan@moichef.fr, ou un message sur Insta, ou ce que vous voulez, pour me dire ce que vous avez pensé de cet enregistrement. Forcément, ça me motivera plus ou moins pour en faire d'autres. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien évidemment le partager autour de vous. Si vous avez appris des choses, notamment sur le café, ou si vous vous dites juste que c'est intéressant d'avoir les feedbacks sans filtre d'un entrepreneur qui... je commence à avoir de l'expérience maintenant, du haut de mes presque 10 ans d'expérience. N'hésitez pas à l'envoyer des potes autour de vous, parce que forcément, c'est un peu une vanity metrics, comme on dit dans ce milieu-là, mais
Si je vois qu'il y a un peu plus de vues de mon podcast ou d'écoute de mon podcast, ça me fera toujours super plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je publierai ce podcast, donc je vous dis pas bon dimanche, mais pour moi, c'est dimanche. J'ai faim et je vais manger un excellent burger. Mangez plein de belles choses, buvez plein de belles choses. Si vous ne connaissez pas encore le club ou que vous l'avez découvert à travers ce podcast, je vous invite à aller faire un tour sur notre site et surtout, n'hésitez pas à mettre une petite note sur ce podcast où que vous l'écoutiez. Évidemment, ça me fera super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans mon prochain podcast dans lequel je parlerai sûrement de la Grèce puisque je vais très bien.